Voilà, donc nous poursuivons pour la présentation de nos présentations. On est toujours sur l'économie. Alors évidemment, avec le salon, c'est la thématique agricole. Après avoir présenté sur la partie économique deux blocs qui sont importants, sur le travail plutôt que l'assistanat, et la semaine dernière sur le produire plus, et notamment sur la réindustrialisation. Mais vous verrez dans mes propos qu'il y a une continuité en réalité entre les propositions de la semaine dernière sur le produire plus et sur nos propositions agricoles, tout simplement parce que le mal dont souffre l'agriculture, c'est le même mal dont souffre l'économie française. Et malheureusement, les dernières mauvaises performances agricoles, je pense notamment à la balance des paiements, expriment de façon spectaculaire justement ce mal, cette agriculture administrée et ce social étatiste. Donc vous retrouverez pour celles et ceux qui ont déjà suivi les deux premières conférences de presse un certain nombre de points qui sont des points communs. Alors évidemment, le salon, c'est un moment très particulier, pas seulement pour le monde agricole, mais je pense pour toute la nation. C'est un des grands rendez-vous qui ponctue traditionnellement l'année civile et les grands événements économiques et sociaux de l'année civile. C'est le rendez-vous, si j'ose dire, entre les Français des champs et les Français des villes. Mais ce salon est cette année un moment un peu particulier parce qu'évidemment, manque les bovins, on en a beaucoup parlé, mais c'est un moment particulier parce que je pense que c'est un moment de vérité. Même si les agriculteurs nous alertent depuis des années, depuis longtemps, même si celles et ceux qui sont observateurs de la question agricole le savent et ont vu venir ce que nous savons désormais à travers les chiffres, le moment de vérité, c'est cet énorme paradoxe que vous avez comme un énorme choc entre, d'un côté, les énormes atouts dont dispose la France. De tous les pays d'Europe, des 27 pays d'Europe, nous sommes sans doute le pays qui dispose le plus d'atouts, des atouts d'abord humains, avec un savoir-faire, des savoir-faire d'excellence de nos agriculteurs, avec là aussi une industrie agroalimentaire très performante. Et je rappelle que parmi ces entreprises-là, plusieurs font la course en tête, plusieurs sont des fleurons mondiaux pour transformer la matière agricole. C'est un souci, vraiment un atout lorsqu'on parle de l'ensemble de la filière. Et puis surtout, on a la plus grande surface agricole d'Europe, avec les trois grands climats, je ne cesse de le dire, qui sont réunis sur le sol français, dans différentes régions certes, mais le climat méditerranéen, le climat océanique, j'en viens, dans l'ouest, et le climat continental, ce qui nous permet d'avoir une très grande diversité, notamment de production. Donc d'un côté, puisque je parlais de paradoxe, c'est vraiment tous ces atouts, et de l'autre côté, une sorte de dégringolage, une sorte de décrochage, un décrochage spectaculaire malheureusement. Décrochage d'abord de la balance commerciale. Ça veut dire très concrètement qu'on achète plus que ce que l'on produit. Ça veut dire très concrètement que pour pouvoir nous nourrir, on est obligé d'avoir recours aux importations, ce qui menace évidemment la souveraineté alimentaire. Ce décrochage, il est patent désormais. On le voit venir, on l'a vu venir. Un certain nombre de voix ont averti de ce phénomène, de cette pente glissante depuis des années. Mais voilà, quelques années. Hier, on était encore à 12 milliards d'euros d'excédent pour notre balance commerciale et désormais, on est à un chiffre négatif. Et d'ailleurs, si on retirait les spiritueux et les boissons, ce serait plus de 10 milliards. Et cette dégringolade n'a pas ses causes principalement en Europe, parce que je vous rappelais que sur l'Europe, dans le même temps, partie de zéro pour la balance commerciale, à plus 50 milliards. Donc on a affaire à un phénomène franco-français. Donc décrochage commercial de notre performance, et puis décrochage aussi pour le revenu des agriculteurs. J'entendais un reportage hier soir dans des grands journaux télévisés qui précisait qu'un agriculteur sur 5 était sous le seuil de pauvreté. Et plus globalement, 1 sur 2 gagne moins que le SMIC, pour une moyenne de travail bien plus que 35 heures, bien plus que 50 heures, entre 50 et 60 heures par semaine. Voilà où on en est.
Et j'étais la semaine dernière dans un moulin, dans une petite, enfin non, dans une UTI, une entreprise de taille intermédiaire agroalimentaire. Et là encore, le chef d'entreprise me disait qu'il y a 15 ans, il produit de la farine. Il y a 15 ans, la France était exportatrice nette de farine. Et désormais, la France, elle est importatrice nette de farine. Ce que je vous dis pour la farine, je pourrais vous le dire pour le lait et le beurre. Produit du lait, il faut importer le beurre. La farine, et en plus, sur les céréales, on a l'une des plus grandes surfaces céréalières. Donc voilà où nous en sommes. Ce que je veux dire quand même, parce qu'on ne peut pas aborder cette question aussi grave sans rechercher les racines du mal, ce qui est en train de nous arriver a été décidé. C'est pas tombé du ciel. C'est pas une malédiction. Ça n'a rien d'un hasard. Il y a plusieurs causes, j'en citerai 3 qui pour moi sont les 3 principales. Il y a eu un climat, plus qu'un climat d'ailleurs, une sorte de guerre méthodique contre nos agriculteurs, contre notre agriculture, alors même que notre agriculture est l'une des plus respectueuses de l'environnement et que les produits fournis par nos agriculteurs respectent les plus hauts standards mondiaux. Et malgré ça, il y a eu un mouvement d'agro-bashing avec un discours qui a été souvent relayé par les administrations, en tout cas certaines administrations, certains services de l'État, et, comme je le disais, une guerre méthodique. Méthodique qui a utilisé tous les moyens à disposition. Tous. Des moyens juridiques, des moyens administratifs, d'entrave, mais aussi de la violence. Tous ces moyens ont été déployés contre nos agriculteurs, contre l'agriculture, de façon assez massive, sournoise et constante. Ça, c'est une des grandes raisons. La deuxième raison, c'est un choix qui avait été fait lors du discours de Rungis du président de la République en 2017 ou 2018 sur le montée en gamme. Très bien la montée en gamme, sauf qu'il y a eu une forme d'hémiplégie. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos compatriotes des produits qui montaient en gamme de plus en plus chers au moment, précisément, où les Français n'avaient plus les moyens d'acheter des bons produits du terroir. Et ce qui s'est passé, voilà, notamment sur le poulet, puisque désormais, vous savez, on importe un peu plus d'un poulet sur 2, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut des poulets de Bresse. Les Français n'achètent pas tous les mois un poulet de Bresse, loin de là. Parfois même pas tous les ans. Et c'est ridicule. On peut parfaitement avoir et produire des poulets pour le quotidien et produire des poulets qui sont des volailles festives, comme je viens de le citer. On peut parfaitement produire pour l'international et produire aussi sur un certain nombre de niches, sur des terroirs très identifiés, avec des signes de très grande qualité, d'AOP, etc. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais ce discours, en réalité, a faussé cette approche économique. Et en réalité, on a créé une agriculture pour des porte-monnaies aisés. Et du coup, pour les porte-monnaies qui sont un peu plus en difficulté, ils se sont tournés vers des produits importés, en négligeant d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que en délaissant cette partie de production de masse, on a fait rentrer des importations qui ne respectent pas le standard environnemental et social, parfois, de nos propres produits. Donc, sur l'empreinte écologique, on était, si j'ose dire, 2 fois perdant à ne pas produire chez nous. Et puis, il y a évidemment la troisième raison, j'aurais d'ailleurs dû commencer par celle-ci, c'est l'effondrement de la compétitivité. Ce que l'industrie a connu il y a 30 ans, l'agriculture est en train de le connaître. Y compris dans le discours. Moi, je me souviens très bien, il y a 30 ans, moi qui vis dans un département où la part industrielle est quasiment 3 fois plus importante que celle de la France par rapport au PIB, aux salariés ou à la valeur ajoutée, je me souviens très bien ce discours qui déconsidérait l'industrie. L'industrie, c'était sale. L'industrie, c'était de la bimbeloterie. Et l'avenir économique de la France, c'était le tertiaire, voire même le quaternaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce discours-là? Bien, on a eu la même chose. Et avec une compétitivité qui s'est effondrée, en fait, toujours plus de charges fiscales, sociales, toujours plus de normes, des normes plus dures que chez nos voisins, et ce que j'appelle le social-étatisme, c'est-à-dire une économie de plus en plus administrée,
avec cet effet, cette double mâchoire, où on a fait entrer sur le marché européen des pratiques qu'on interdisait chez nous, et donc beaucoup plus de liberté en matière de principe de libre-échange, avec beaucoup plus de suradministration, donc moins de liberté en interne. Ben là, il y a un problème, un dilemme totalement incompatible. Soit il y a plus de liberté à l'extérieur et plus de liberté à l'intérieur, et plus de liberté à l'extérieur avec encore moins de liberté et une surréglementation à l'intérieur, vous êtes sûr du résultat. Vous avez des entreprises qui sont totalement écrabouillées par cette pince qui les prend en plus. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que la situation, elle n'est pas bonne, mais compte tenu des atouts auxquels je faisais allusion tout à l'heure, on peut vraiment, en quelques années, redresser la barre. Et l'objectif qu'on doit se donner, que je me donne, c'est qu'on refasse en quelques années de la France la première puissance agricole d'Europe. Et c'est possible. Il faudra renverser la table. Je vais y venir dans quelques instants. Céline développera, Julien, quand il arrivera aussi, sur un certain nombre de points. Mais c'est parfaitement possible. Il faut renverser la table et il faut assumer 3 grandes ruptures. 3 ruptures qui sont absolument nécessaires. La première de ces ruptures, parce que moi j'y crois beaucoup, dans la vie économique, Marshall avait dit un jour que la réussite des entreprises est dans l'air qu'elles respirent. Le contexte culturel, le discours qu'on porte, infuse une honte ou une fierté. Le discours qui a été transmis depuis des années est un discours de culpabilisation. Eh bien, c'est un discours que le monde politique doit porter, au contraire, de fierté pour nos agriculteurs. Parce que nourrir la nation, c'est un acte de souveraineté fondamental. Fondamental. La première rupture, précisément, ce sera de faire en sorte qu'il y ait une reprise en main par le politique, de la politique agricole de la France. Cette reprise en main politique, elle est fondamentale, elle passe par un certain nombre de moyens. Le premier sera la révision constitutionnelle. J'aurai l'occasion de présenter spécifiquement cette révision constitutionnelle qui sera transversale à de nombreux sujets, mais elle impactera bien sûr l'agriculture, puisque j'y mettrai dans la Constitution cette notion qui est pour l'instant adjacente, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, mais de la reconnaissance des intérêts fondamentaux de la nation, et nous y placerons bien entendu l'agriculture. L'agriculture en tant que telle. C'est fondamental et ça sera un acte qui sera extrêmement important. Ça, c'est un point qui est un point de reprise en main par la Constitution et c'est là aussi fondamental. De même que nous supprimerons de la Charte de l'environnement le principe de précaution. Principe qui était au départ légitime, mais qui, de jurisprudence en jurisprudence, a dérivé sur un principe de blocage. Voilà. Le bon principe, c'est le principe de responsabilité qui imprègne l'ensemble de notre droit. Le principe de responsabilité, c'est le principe que lorsqu'il y a des fautes, elles sont sanctionnées, mais on ne peut pas bloquer avant, comme c'est le cas avec le principe de précaution. Et j'aurai même une clause de sauvegarde qui nous permettra d'écarter un certain nombre de jurisprudences européennes dès lors que les intérêts fondamentaux de la nation seront en cause. Je vous donne un exemple. Quand sur le Mercosur, par exemple, il y a eu cet excès de pouvoir de la Commission de scinder en deux l'accord pour passer outre le Parlement européen, ça pose question. Notre Conseil constitutionnel est moins regardant. Monsieur le député Julien, viens avec nous. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, assez fréquemment, en tout cas régulièrement, a pointé un certain nombre d'abus de pouvoir des institutions européennes. Donc ça, c'est reprendre en main politiquement la question agricole. Ça passe par une révision de la Constitution. Ça passe par une loi organique, comme l'a fait un peu l'Italie, c'est autre chose qu'une loi organique chez eux, sur les interdictions des surtranspositions.
Ça, c'est absolument aussi fondamental. Ça passe par une reprise en main de l'administration, parce que certains services ont joué contre l'agriculture française, très clairement. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines pour la nomination de la directrice générale déléguée de l'OFB en est une illustration éclatante d'ailleurs. Quand d'ailleurs des proches du président de la République avaient, je crois, il y a 2 ans, invité au salon de l'agriculture le soulèvement de la terre. Je pourrais vous en parler, le soulèvement de la terre. Je les ai vus naître sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Nantes. Là aussi, il y a un problème. Je les ai vus agir à Sainte-Soline, le recours à la violence. Bon, donc là aussi, vis-à-vis de l'administration, ça suppose une reprise en main. On parlera de l'OFB que je souhaite supprimer pour revenir à la situation antérieure, mais ça va au-delà pour donner des délais d'instruction pour que l'administration ne puisse pas bloquer un certain nombre de projets. Et là encore, le silence de l'administration vaudra acceptation. Je veux qu'il y ait une administration qui soit au service de l'agriculture et qui ne se comporte pas comme une ennemie de l'agriculture. Les choses doivent être claires à partir du moment où, évidemment, les règles sont respectées. Et pour ce qui concerne un certain nombre d'associations militantes et parfois violentes, y compris un certain nombre d'associations qui se sont illustrées ces derniers mois, hors de question de les subventionner. Pas question de les subventionner, et nous leur imposerons une transparence de leur financement. Parce que c'est facile, la politique de transparence des lobbies. Mais la transparence, elle doit concerner tout le monde, toutes les organisations, toutes. Parce que c'est traçable ensuite, les moyens qu'ont les uns ou les autres de pouvoir se financer. Donc cette reprise en main politique, juridique, administrative, elle est fondamentale. C'est une rupture que j'assume et que nous assumons parfaitement. Le deuxième point concerne, j'en ai parlé beaucoup, la compétitivité. Évidemment, la compétitivité, c'est d'abord le choc normatif dont je viens de vous parler, mais l'idée, c'est de produire. La production n'est pas un gros mot. Il faut produire plus. Or, aujourd'hui, produire est devenu, en France, un parcours du combattant. Donc, il faudra lever les obstacles. Le premier obstacle, 2 types d'obstacles à lever, mais le premier type d'obstacle à lever concerne l'accès aux facteurs de production, aux moyens de production. C'est d'abord l'eau. C'est d'abord l'eau. Comment envisager, au moment où chacun constate les effets du changement climatique, qu'on ne puisse pas permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique en stockant de l'eau? Eh bien, nous favorisons le stockage de l'eau. Vous avez devant vous l'élu qui, en 1998, dans son département, a accompagné ce qu'on a appelé les réserves de substitution en Vendée. Et 20 ans après, plus de 20 ans après, nous avons fait un certain nombre de retours d'expérience en matière de biodiversité, de diversité culturelle, des pratiques culturelles, en matière de développement de l'agriculture biologique, en matière d'évaporation. Une chercheuse nous avait dit, mais il y aura 60% d'évaporation. L'évaporation constatée, elle est 4%, vous voyez. L'idéologie, le militantisme, il est partout. Donc, le stockage de l'eau, il est fondamental, comme une adaptation au changement climatique, mais puisqu'on parle souvent d'ailleurs des assurances récoltes qui coûtent cher, on a un système qui boite encore, la meilleure assurance récolte, c'est le stockage de l'eau. Et donc, nous l'encouragerons, c'est déjà reconnu comme un enjeu d'intérêt majeur, mais il faudra déployer tout ce que cette acception juridique signifie dans la réalité. Il y a le foncier. Sur le foncier, par ailleurs, puisqu'il y a une concurrence aujourd'hui sur le ZAN, que nous supprimerons, pour permettre, parce que sinon, au jour d'aujourd'hui, vous avez en concurrence des projets industriels, des projets agricoles et les projets des communes, notamment en matière de logement et d'habitat. Ça n'est pas possible. Si demain, on veut avoir des bâtiments d'élevage,
il faut qu'on puisse les extraire de cette suradministration, de cette norme du ZAN qui est mal fichue, puisqu'elle est ruralicide. Pourquoi est-ce qu'elle est ruralicide? C'est parce qu'en milieu rural, j'en reviens, vous ne pouvez pas construire en hauteur. Vous êtes obligé de construire en surface. Vous ne pouvez pas faire des bâtiments, ne serait-ce que de 3 ou 4 étages, ça ne marche pas. Et en plus, le ZAN, comme vous le savez, pénalise ceux qui ont été les plus vertueux. C'est-à-dire les maires qui ont construit en ménageant leur espace seront les maires qui seront les premiers pénalisés. C'est fort, hein? Voilà. Donc, accès à l'eau, accès au foncier, accès à toutes les pratiques innovantes, à l'agriculture de précision. Les drones, par exemple, là encore, tiens, une norme différente entre la norme européenne, Julien pourra nous le dire, mais aussi Céline, et puis la norme française, l'utilisation des drones. On pourrait utiliser des drones partout, pour tout, sauf pour l'agriculture. La génomique, bien sûr. Et tout ce que je disais, agriculture de précision. Et enfin, un point qui est important, ce n'est pas un facteur de production, mais c'est la transmission de ces facteurs, en tout cas de l'outil de production. C'est qu'on va poser sur la table une règle pour la transmission, puisqu'on a désormais des exploitations assez capitalisées, en tout cas capitalistiques, dans la mesure où il y a du foncier par centaines d'hectares, il y a des outils, des machines qui coûtent cher, il y a des bâtiments, etc. Donc il y a une valeur de l'exploitation qui est importante. Et compte tenu de la rentabilité, il n'y a rien de simple. Au moment où d'ailleurs, de plus en plus de jeunes qui s'implanteront n'auront pas la facilité familiale pour pouvoir transmettre, puisqu'ils viennent de l'extérieur de l'environnement agricole. Et donc, cette règle que nous généraliserons d'ailleurs pour les TPE, pour les PME, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est qu'au moment de la transmission, il y aura zéro impôt, tant que l'exploitation ne sera pas vendue. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un différé d'imposition, mais il n'y a pas d'argent à sortir. Tant qu'il y a la prolongation, la transmission, et que l'outil de production continue à produire, en clair, tant que les propriétaires ne réalisent pas, si j'ose dire, leur capital, eh bien, il y a une exonération, ou plutôt un différé d'imposition, ce qui permet de ne pas plomber justement cette transmission. Donc sur la compétitivité, l'accès à ces facteurs de production, à ces outils de production. Un autre obstacle, c'est la concurrence déloyale. Très rapidement, je pense que ceux qui sont à ma gauche là, en parleront tout à l'heure. C'est tout ce qui, j'en ai parlé dans l'introduction, tout ce qui introduit des distorsions de concurrence. C'est par exemple l'ANSES. Vous avez vu que sur la viticulture, l'ANSES vient d'interdire l'utilisation du cuivre, qui est le seul, pour le bio par exemple, il n'y a pas d'autre solution. Alors que tous les autres pays européens ont approuvé. Hein. Donc ce que nous mettrons nous en avant, c'est de systématiser le principe de la reconnaissance mutuelle. Dès lors qu'une agence, tu vois Julien, dès lors qu'une agence sur les 27 aura donné son agrément, eh bien, il s'appliquera aussi à une molécule, il s'appliquera aussi en France. Ou on est un marché intérieur, ou on ne l'est pas. Si on n'est pas un marché intérieur, ok, alors on met les frontières. C'est ce qu'on propose? Non, c'est pas ce que je propose. Et ça permettra de mettre fin à des incohérences et à des incohérences qui sont des hypocrisies. Parce qu'on l'a connu, enfin, sur des filières comme la noisette, comme la cerise et tant d'autres, et la betterave. C'est-à-dire que nous, comme on était monsieur qui l'avions plus blanc que blanc, on interdisait, mais on faisait venir les autres produits de moindre qualité des autres pays d'Europe. Ça n'est plus possible. Ça, c'est un obstacle à la compétitivité. Il doit y avoir une concurrence. Nos agriculteurs doivent être compétitifs à la condition qu'il y ait une loyauté dans ces pratiques. Idem sur les CICPE, alors, ça va changer, mais bon, là encore, je considère qu'il doit y avoir une forme de loyauté. La règle des phytosanitaires, c'est un slogan, le fameux
Pas d'interdiction, pas de solution. C'est un slogan. Il faut le mettre simplement en pratique. Et sur le plan international, peut-être que sur le libre-échange, Céline en parlera tout à l'heure, il faut passer à une nouvelle génération. Je rencontrais l'autre jour Mme von der Leyen et je lui ai dit que pour moi, l'avenir, c'était le cadre de libre-échange tel qu'il a été conclu, par exemple, avec l'Inde. Ce n'est pas des accords fourre-tout. On a écarté l'élevage, il y a un certain nombre de secteurs agricoles qui sont entrés dans la négociation. Est-ce que quelqu'un a entendu une critique sur l'accord entre la France et l'Inde? Non. Et en plus, l'Inde, c'est à l'inverse, par exemple, l'Australie, je ne sais pas ce que sera l'accord avec l'Australie, mais l'Australie, c'est 26, 27 millions d'habitants, et nous, c'est 450. Bah, l'Inde, c'est plus du milliard, donc il y a un intérêt. Il y a quand même un sacré intérêt à ce que l'Europe puisse commercer avec des marchés qui soient aussi larges. Voilà ce que je voulais vous dire. Je terminerai donc, on reprend en main politiquement les choses. 2, parce que voilà, il y a eu un militantisme qui s'est, notamment dans les administrations, et des blocages, des verrouillages un peu partout. 2, la compétitivité. Et 3, un soutien aux revenus. Ce soutien aux revenus, il passera par deux choses. La chaîne de valeur. Certes, Egalim, il faut sanctuariser la marche en avant, mais la plupart, désormais, beaucoup de centrales contournent en réalité Egalim sur des plateformes européennes. C'est un vrai problème, ça n'est pas possible. Donc là encore, il faudra remettre les choses d'équerre. Et enfin, la politique agricole. 2028, je laisserai Céline peut-être développer, 2028 va marquer une césure importante avec un énorme risque, puisque en 2028, le risque, c'est de mettre dans le même sac les politiques régionales, les politiques structurelles, les politiques agricoles, etc. Et donc cacher la baisse de budget sur la politique agricole. Ce que nous souhaitons, et nous nous battrons au niveau du Parlement et du Conseil, c'est qu'on ait une PAC qui soit sécurisée, qui soit orientée pas seulement sur les hectares, sur la surface, mais sur la production, et qui vienne en soutien du revenu des agriculteurs. Voilà rapidement la vision de l'agriculture qui devrait nous permettre, en quelques années, de refaire de la France la première puissance agricole européenne. C'est ce que nous avons été pendant des décennies, c'est ce que nous ne sommes plus. Et quand on pense que des petits pays, en termes de surface, c'est un grand pays par ailleurs, comme les Pays-Bas, la Hollande, de tout petits pays, les 2 tiers en plus sont sous le niveau de la mer, nous ont doublé sur le plan de la balance commerciale. C'est une mesure en réalité du déclin agricole français qui a été provoqué, encore une fois. Ça n'est pas le fruit du hasard, ça n'est pas une malédiction qui nous est tombée du ciel, c'est ce qui s'est passé pour l'industrie, est en train de se passer pour l'agriculture. Heureusement, il est encore temps, on a tellement d'atouts. Voilà ce que je vais vous dire. Je vais passer tout de suite la parole maintenant à mes comparses, peut-être d'abord à Céline et puis ensuite à Julien. Merci beaucoup Bruno, merci à tous d'être venus en nombre ce matin. On va redétailler de manière peut-être un peu plus structurée entre ces 3 parties avec Julien les mesures, même si Bruno a déjà dit beaucoup de choses et a déjà donné le cap et la vision. Donc évidemment, on est sur le fait de reprendre le contrôle, il l'a bien dit, d'une part sur les juridictions, d'autre part sur les administrations. On est évidemment en termes de compétitivité de production, de libérer l'accès aux facteurs de production. Et on est bien sûr sur la problématique du revenu, qui passe par plusieurs parties, la partie fiscale et sociale, la partie PAC, et on abordera effectivement cette réforme majeure qui arrive en 2028, et la baisse des charges. Sur reprendre le contrôle politique, je ne vais pas m'y étendre parce que Bruno a déjà très bien détaillé ce choc au niveau de la Constitution, cette réforme constitutionnelle qui va pouvoir remettre l'agriculture dans le sens de la production, et la fin des surtranspositions. On vous a sélectionné 3 petits témoignages en mode micro-trottoir d'agriculteurs pour illustrer les mesures que nous allons annoncer et détailler ensuite sur la reprise en main des administrations. Donc voici un premier témoignage sur l'OFB. Je suis éleveur bovin-viande, j'élève des charolais, j'ai environ 300 bêtes, j'ai un élevage de poules pondeuses plein air à côté, et j'ai 2 salariés
à temps plein sur l'exploitation. Il y a quelques années, là, récemment, on préparait une randonnée gourmande qui devait passer sur la ferme. Moi, sur mon exploitation, j'ai 22 km de haies à entretenir annuellement. J'ai un salarié qui aime bien le faire. Donc il en a broyé là 141 mètres exactement. Il y avait 2 nids pour lesquels il n'y a même pas eu de destruction d'animaux. Hein. Il a été dénoncé l'après-midi. 2 heures après, l'OFB s'était rendu sur place et en plus avait inspecté toute l'exploitation agricole. Et ensuite, ils m'ont appelé en m'expliquant que j'étais coupable d'avoir détruit certainement de la biodiversité et que j'allais devoir rendre des comptes devant la justice. Donc j'ai découvert qu'ils avaient d'abord fait le constat sans m'en parler. Ensuite, ils avaient vérifié toute la ferme, jusque dans les bâtiments. Et enfin, j'ai terminé avec une convocation par le procureur de la République et où j'ai dû écrire une punition, ce qui ressemble plus à une humiliation qu'à essayer de faire comprendre aux gens que quand ils ont fait une erreur, à la rigueur, on met une amende, on met un rappel à la loi. Mais là, ça fait vraiment un peu cow-boy. Il suffit d'une délation pour qu'ils aient le droit d'aller, en gros, perquisitionner nos territoires sans autre autorisation et sans prévenir le propriétaire des lieux. Et ça, c'est vraiment un sujet de fond, parce que je ne vois pas les gendarmes faire ça. Par contre, l'OFB le fait, quoi. Donc les premières mesures pour reprendre le pouvoir sur l'administration, Bruno l'a dit très bien, aujourd'hui on a des réels problèmes avec l'ANSES. L'ANSES est une des seules agences sanitaires au niveau européen qui aujourd'hui n'applique pas le principe de reconnaissance mutuelle. Or il y a un vrai sujet, c'est que la France est le pays aujourd'hui qui supprime le plus de matières actives qui sont homologuées chez tous nos voisins. L'acétamipride, bien évidemment, en est l'exemple type, puisqu'il a été très médiatisé avec la PPL 1 et la PPL 2 du plomb, mais c'est l'exemple type de ce qu'on ne peut plus aujourd'hui tolérer. Aujourd'hui, on a des molécules qui sont indispensables pour lutter contre les ravageurs. Les ravageurs se multiplient avec le changement climatique. On a besoin d'outils sur les luttes fongiques, sur les luttes contre les ravageurs des insectes. Et aujourd'hui, on n'a plus les outils. Et on a un véritable problème avec l'ANSES qui a pris une certaine indépendance, ou en tout cas beaucoup d'autonomie par rapport à ses ministères de tutelle, et qui est la seule agence à ne pas appliquer la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'au niveau européen, vous avez dans tous les pays, dans tous les États membres, des agences sanitaires, et puis vous avez l'EFSA, qui est l'agence sanitaire au niveau européen, qui elle aussi homologue les molécules. Et toutes les autres agences vont se servir des études et des homologations qui sont utilisées dans les autres pays européens, selon 3 zonages. Et aujourd'hui, en fait, l'ANSES n'applique pas la reconnaissance mutuelle, ce qui est un véritable souci. Parce que comment ce qui, aujourd'hui, peut être, il n'est pas toxique ou qui n'est pas reconnu toxique, dont l'innocuité est reconnue, que ce soit pour les abeilles, pour la biodiversité, pour la santé humaine, chez nos voisins allemands, italiens et espagnols, comment cette même molécule peut-elle être complètement toxique pour les abeilles et la santé humaine en France? Ça paraît quand même très compliqué. Donc encore une fois, ce qu'on va demander à l'ANSES, c'est inscrire dans son mode de fonctionnement, de manière obligatoire, qu'elle applique la reconnaissance mutuelle des travaux et des homologations qui sont menées dans les autres agences européennes. Deuxième point, pour reprendre en main les administrations, Bruno l'a évoqué également, c'est la suppression de l'OFB. On a vu ce témoignage qui est assez effarant. Le but est de revenir à une séparation, entre guillemets, des activités telles qu'elles existaient avant. D'une part, on avait l'ONCFS, et puis d'autre part, on avait effectivement les gendarmes ou la gendarmerie. Quand il y a des atteintes graves ou qui peuvent relever du pénal, là, il faut que ce pouvoir judiciaire qui a été donné aujourd'hui aux agents de l'OFB revienne à la gendarmerie. Mais aujourd'hui, on a cette fusion entre l'ancien ONCFS et la police de l'environnement qui fait qu'on a une agence dont les démarches ne sont plus comprises sur le terrain, dont les méthodes d'action et je parle de cette petite musique favorable aux entreprises aujourd'hui, la petite musique avec laquelle ils mènent leurs actions sur le terrain, et ça se passe pas très bien. Et il vaut mieux apaiser les choses, supprimer l'OFB et revenir à une séparation des pouvoirs ou du contenu de cette agence qui soit beaucoup plus neutre et qui contribue à ne pas faire de l'administration ou de ces agences des agences militantes. On l'a vu avec la nomination d'Anne Lestrade, dont tu as rappelé qu'elle était militante, qui a été nommée comme directrice adjointe à l'OFB, qui avait été porte-parole de l'association Utopia, qui luttait contre les déconstructions que peuvent représenter la valeur travail et la valeur du capital, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a des agences qui deviennent militantes, dont l'action est mal comprise sur le terrain, et on souhaite revenir à une situation beaucoup plus apaisée sur le terrain.
Sur les délais d'instruction, Bruno l'a dit aussi, on va lutter contre les recours abusifs et plafonner les délais d'instruction. Il faut libérer les énergies. Aujourd'hui, on a des recours qui se superposent, qui sont successifs et qui font que tout ce qui va concerner un projet de bâtiment, d'eau, on y reviendra après, mais aujourd'hui est ankylosé par des recours qui s'accumulent et qui ne trouvent jamais de fin. Donc évidemment, au bout de certains délais d'instruction qui seront fixés et plafonnés, le silence de l'administration vaudra accord. On passe à un deuxième témoignage concernant les facteurs de production et Julien vous présentera ensuite les mesures. Donc moi je suis vigneron sur la commune de Canalen dans le temps. On exploite 58 hectares de vignes, un petit peu de céréales. On se régale de faire notre métier, c'est un métier passion. Et en fait le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on est en concurrence avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. On a l'ANSES en France qui nous bride certaines matières actives, voire qui nous les supprime, alors qu'elles ne sont pas du tout pas plus nocives que pour les autres pays. Donc après, quand tous ces produits se retrouvent sur le marché commun, on n'est plus du tout compétitif parce qu'on a des moyens de production qui sont beaucoup plus faciles et moins restrictifs que les nôtres. C'est comme en gros, pour faire simple, si on vous interdisait des médicaments qui pourraient vous soigner. Pour les plantes, c'est la même chose. On n'utilise pas des produits par plaisir, loin de là, mais on en a besoin pour rendre la plante plus forte, plus résistante aux maladies, aux intrants qui sont de plus en plus présents. Et en fait, on n'a plus de moyens de lutter contre ça parce qu'on a le droit d'utiliser de moins en moins de produits. Et les autres pays ont le droit, donc ils ont beaucoup moins de problèmes, ils ont beaucoup moins de normes de traçabilité, une main-d'œuvre moins chère. Et en fait, le feu compétitif, ça devient de plus en plus dur, voire impossible. Merci, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour mon retard, j'avais aussi fait une mauvaise interprétation de lieu de rendez-vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mercure dans le secteur. T'es pas le seul, t'es pas le seul. Je sais. Bon, pour faire simple, pour vous donner une image pour les amoureux du ballon rond, en fait, en France, aujourd'hui, l'agriculture française, au niveau européen, c'est comme si vous envoyiez le PSG en Ligue des Champions et vous disiez au gardien Lucas Chevalier, toi, tu n'as pas le droit d'arrêter les ballons avec les mains. Tu es le seul de toutes les équipes qui n'a pas le droit d'arrêter le ballon avec les mains. Voilà une nouvelle règle française. En agriculture, c'est la même chose. Vous avez des règles, des interdictions que nous nous sommes posées, nous-mêmes, franco-français. Et vous avez des cas concrets qui se traduisent dans le quotidien des Françaises et des Français, des pénuries d'œufs dans les rayons des supermarchés, 50% du poulet qui est importé, fruits et légumes de la même manière, l'importation qui est équivalente d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne plus les moyens de production aux producteurs, aux éleveurs français. Et dans les moyens de production, il y a des entraves telles que le ZAN, et Bruno l'a rappelé tout à l'heure, cette volonté de supprimer le ZAN, particulièrement où il est le plus préjudiciable en zone rurale, et jusqu'à preuve du contraire, l'agriculture n'est pas urbaine, elle est rurale. Le fait de pouvoir, dans les moyens de production, se mettre au même standard que les niveaux européens qui sont reconnus et qui sont validés par des agences européennes également, et de santé pour les bâtiments d'élevage avec les règles ICPE. Et puis ensuite, vous avez le sujet des phytosanitaires. Tout à l'heure, Céline parlait de la reconnaissance mutuelle pour l'ANSES. J'évacue tout de suite une question taquine que vous pourriez avoir. Non. La reconnaissance mutuelle, c'est valable pas uniquement pour les produits de synthèse. Vous avez des tas de solutions de biocontrôle qui aujourd'hui ne peuvent pas être mis sur le marché français en raison du fait que nous n'avons pas ce principe de reconnaissance mutuelle et donc des autorisations de mise sur le marché de produits, de solutions de biocontrôle qui pourraient immédiatement être utilisés par nos producteurs dans les vergers ou dans les vignes. Donc on a un vrai sujet de validation des outils de production, que ce soit de synthèse ou de biocontrôle, et pour le coup, on veut pousser ces mesures-là, c'est simplement, pour une fois encore, se mettre au même standard européen. Et l'exemple le plus critique qui a fait couler beaucoup d'encre l'été dernier et encore ces derniers jours, c'était celui de l'acétamipride, pour des filières qui sont véritablement en situation d'impasse. Et je ne vais pas prendre l'exemple de la betterave que je connais bien parce que pour le coup je serais jugé parti en tant que picard, mais l'exemple le plus criant est encore celui de la noisette. Vous allez dans le Lot-et-Garonne, j'y suis personnellement allé échanger avec les producteurs de noisettes, il n'y a plus une seule noisette qui vient alimenter les chaînes de production de Ferrero pour faire votre Nutella du petit déjeuner. Les noisettes viennent d'Italie ou d'ailleurs, ou d'Espagne. Et pour le coup, les moyens de production, là-bas, il ne se passe pas de questions. C'est autorisé, validé par l'EFSA au niveau européen, parce que, encore une fois, la France est le seul pays d'Europe
c'est interdire l'usage de solutions au nom d'idéologie et pas au nom du principe qui est celui de la science. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a même pas émis d'avis sur la stabilité privée. Donc ce qu'on dit, nous, juste sur les produire à armes égales, ben, c'est tout simplement se mettre aux standards européens. Bruno prenait un exemple concret, nous on le définit, c'est redevenir la première puissance agricole européenne, la puissance verte, comme le disait Jacques Chirac, et quand il parlait de puissance verte, il ne parlait pas d'idéologie militante, il parlait bien sûr de du vert agricole. On a parlé de la reprise en main du politique et de l'administration. On va détailler l'accès, la libération des énergies, l'accès aux moyens de production. Dernier témoignage sur l'eau. Je suis uniquement en production de céréales, donc de blé tendre, de blé dur, de maïs, de tournesol, de colza, de pois chiches, de lentilles, de luzerne. Notre revenu dépend du rendement multiplié par le prix moins les charges. Les charges ont explosé, elles sont toujours très élevées. Le prix il est catastrophique et le rendement, la dernière variable, c'est le climat et les moyens de production. Et dans les moyens de production, c'est là où on a des gros problèmes aujourd'hui. On nous les enlève un par un, les protections des cultures avec les phytosanitaires. Mais il y a aussi l'eau, on a besoin d'eau pour faire pousser nos cultures, en particulier du stockage de l'eau. Dans nos régions, il y a énormément d'eau, les nappes sont pleines partout et c'est là où on se dit, mince, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas la stocker. On a à peu près une grosse quantité là, qui est partie à la mer. Il suffisait simplement pendant 6-7 heures, si on avait eu des réserves, eh bien pendant 6-7 heures, on remplissait nos réserves, qui représentent plusieurs millions de mètres cubes, 6-7 millions de mètres cubes, qui s'en va à la mer, et on ne peut pas la retenir pour justement s'en servir au moment où on a besoin, pour nourrir nos plantes l'été, là où l'eau est en manque. Tout ça, c'est une grosse quantité qui passe, mais une quantité epsilon dont on a besoin, et on nous empêche, pour diverses raisons, de pouvoir la retenir. Il y a des mauvaises infos qui véhiculent, il y a de l'idéologie derrière tout ça, on en a vraiment marre, il faut absolument renverser la table, arrêter tout ce cinéma. On a besoin d'eau, on a l'eau quand elle passe, et c'est à ce moment-là qu'il faut la stocker. C'est une question de survie pour nos exploitations, mais aussi pour la souveraineté alimentaire. L'eau, on a parlé, cet agriculteur a très bien témoigné du problème de l'accès, en disant aussi que le revenu qu'on se dégage, ce sont les rendements par les cultures et par le prix. L'eau est une ressource très importante et aujourd'hui tous les projets de stockage sont, on ne va pas dire tués dans l'œuf, mais tués dans l'œuf pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne déposent pas les projets parce qu'administrativement on commence à leur demander une liste à l'après-vert sur ce qu'ils doivent donner pour prouver sur les habitats, sur les enquêtes publiques, sur le fait de faire des réunions pour réunir les opposants. Voilà. Il y a tout un système de processus participatif qui fait que souvent les porteurs de projets se découragent. Il y a notamment les PTGE, dont on souhaite la fin. Les PTGE, c'est une mesure qui avait été prise par Ségolène Royal suite à Sivens. Ça s'appelle un plan territorial de gestion de l'eau. Et dans ce plan territorial de gestion de l'eau, en fait, on va devoir prouver par de multiples réunions et de multiples documents le fait qu'il y a un intérêt général pour le territoire. Le vrai sujet de ce PTGE, c'est que ça réclame un consensus. Et que toutes les associations et toutes les parties prenantes du territoire doivent absolument, par consensus, toutes signer sur le bas de la page qu'elles sont d'accord pour qu'il y ait un intérêt général du territoire à signer ce projet, chose qui malheureusement n'arrive jamais, parce qu'on est dans des sujets qui sont soumis à controverse. Donc aujourd'hui, une des premières mesures qu'annoncera Bruno quand il sera élu l'an prochain, c'est la fin des PTGE et de remplacer les PTGE par une planification stratégique par grand bassin. C'est-à-dire aujourd'hui de se fixer des objectifs en disant, voilà, pour avoir de l'eau, bien sûr pour la partie eau potable, pour l'industrie, pour les usages de tourisme, mais aussi pour l'agriculture, voilà quels sont les grands besoins de stockage qu'on doit mettre en place par bassin. Il va falloir se tenir et avancer, et faire avancer les administrations en fonction de ces objectifs. Ça passe par la notion d'intérêt général majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préfets ont le pouvoir, en vertu de textes qui viennent de la directive au cadre sur l'eau au niveau européen et qui sont passés dans le code de l'environnement, à faire parler la notion d'intérêt général majeur. Et il faudra que dans cette notion d'intérêt général majeur soient mobilisés les intérêts agricoles pour que finalement le préfet puisse appliquer cette notion-là à tous les projets et ainsi les débloquer. Évidemment, l'agriculture doit être replacée au cœur des usages prioritaires. Aujourd'hui, on se penchera également sur la gouvernance et la fin des PTGE, mais en termes d'accès à cette priorité, il faudra revoir les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux,
et la gouvernance aujourd'hui, parce que les acteurs de l'eau, notamment les agences de l'eau, ne prennent pas suffisamment en compte dans leur gouvernance le poids des organisations économiques et agricoles, et ça fait partie aussi des mesures qui seront prises, fin des PTGE, révision des SDAGE et réforme de la gouvernance des agences de l'eau. Plus globalement, il faudra reprendre la loi sur l'eau, mais en tout cas, ça, ce sont les premières mesures qui seront prises après les élections présidentielles. L'objectif est aussi d'investir dans l'avenir. Investir dans l'avenir, c'est ce qu'on a fait en réalité au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La mécanisation de nos moyens de production a amené à ce qu'on a pu lutter contre la famine en France. Je rappelle que même après la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant encore quelques années, il y avait des tickets rationnement en France. Et le fait d'avoir amené la mécanisation a permis de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, en 2026, on a besoin de se doter des outils d'innovation qui se présentent à l'agriculture. Il y a bien sûr la technologie des drones qui permet de faire du traitement de précision, ce qu'on s'est interdit en France, traitement de précision qui permet de faire du curatif en traitement et non plus que du préventif. Et donc, pour celles et ceux qui sont attentifs à la question des épandages, ça permet de préciser, de cibler là où on doit traiter une parcelle qui serait infestée et non pas tout un champ en préventif. On est vraiment sur de la précision pure. Je précise d'ailleurs, peut-être que vous aurez, on aura l'échange tout à l'heure sur la loi d'urgence, mais on a voté il y a 1 an une loi, je dis il y a 1 an, il y a 1 an, il y a 12 mois, une loi, la loi Fugit, pour autoriser l'usage des drones en agriculture bio. Moi, je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin d'ailleurs, parce qu'on l'a fait qu'en bio, sur des pans, sur des coteaux difficiles, etc., en test. Vous savez combien de décrets d'application qui ont été pris? 0. 0 décret d'application. On pourra en reparler après. Donc, on peut avoir toute la volonté du monde, il faut aussi aller au bout des choses. Et dans le bout des choses, nous, on souhaite pousser justement l'investissement dans l'innovation, et y compris reconnaître, et on l'assume, les NGT. La définition a été clarifiée au niveau européen. Aujourd'hui, il faut passer ce cap. Les NGT, ce n'est pas, et je veux contredire tous ceux qui pourraient le dire, ce n'est pas les OGM. Les NGT, on n'est pas sur de la transformation avec de l'apport extérieur. On est vraiment sur la sélection variétale telle que ça s'est toujours fait, comme le monde a sélectionné des variétés. On est sur la sélection variétale. C'est un des outils qui est à la main des agriculteurs. Transmettre pour durer, problème de synchronisation. Transmettre pour durer, c'est évidemment le sujet. L'enjeu pour l'agriculture française, c'est de permettre aux jeunes de s'installer. Et pour que les jeunes puissent s'installer, il faut évidemment leur donner une perspective, ce que vient de présenter Bruno, donner une perspective, assumer de produire. Si on n'assume pas de produire, on ne risque pas de se donner une perspective. Assumer de se donner les moyens pour produire, et donc derrière de dégager un fruit de son activité et donc un revenu. Mais pour ça, il faut aussi permettre aux jeunes de s'installer. Pour permettre aux jeunes de s'installer, c'est donc le transfert, le différé fiscal au moment de la transmission définitive avec la vente de l'exploitation. C'est le premier point. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de travailler la moyenne olympique en la lissant sur 8 années, notamment quand on fait face à des situations d'aléas climatiques, pour permettre là aussi de donner une marge financière essentielle. Sur le foncier, on a voulu dissocier le foncier de l'exploitation, partage soutenu par l'État, de manière à pouvoir donner la place des baux longs. Une fois, on est vraiment sur le soulagement de l'installation des jeunes. Absolument. Et bien évidemment, on parle toujours de cette petite musique qui a fait beaucoup de mal au monde agricole. Ce que les agriculteurs réclament à chaque fois qu'ils descendent dans la rue, malheureusement bien trop souvent, c'est moins de normes, c'est plus de revenus, et c'est aussi plus de considération. Et ce point-là, si on ne le prend pas en compte, et qu'on ne fait pas de réelles politiques publiques favorables à la fierté de l'agriculture, et Bruno a beaucoup insisté sur ce point, c'est qu'on aura tout loupé. Et donc, rendre la fierté aux agriculteurs fait vraiment partie intégrante de ce programme. Donc déjà, Bruno l'a annoncé, toutes les subventions publiques, qu'elles soient européennes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient données par des agences indépendantes, qu'elles soient données par des ministères ou par des agences de l'eau ou par l'OFB, qui s'amusent aujourd'hui à financer des ONG très militantes, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment un point fondamental de ce qu'on veut porter, c'est qu'on ne donne plus 1 centime ni 1 euro à ces associations ou à ces entités qui passent leur temps à agir en justice, à salir, à mentir,
pour détruire la base de confiance et la base de considération qui est celle aujourd'hui du monde agricole. Et qui passent leur temps à faire croire aux gens que les agriculteurs sont des empoisonneurs, alors qu'aujourd'hui ils produisent l'agriculture et l'alimentation qui est de meilleure qualité au monde. Cela, les agriculteurs ne le supportent plus, et nous non plus. Donc aujourd'hui, c'est la traque, la chasse et la suppression de tout euro qui peut être donné à ces structures militantes. Et bien sûr, leur réclamer une transparence totale sur leur financement. Nous avons eu l'exemple de L214, dont nous avons découvert dans un rapport très documenté, notamment par le GE, qu'aujourd'hui L214 est financé par des entreprises de la food tech à la Silicon Valley, des entreprises nord-américaines qui investissent des millions et des millions d'euros dans la viande de laboratoire, dans la viande cellulaire, dans la culture cellulaire de la viande, et qui viennent financer des ONG en France et en Europe, dont le but est de déstabiliser l'élevage français pour évidemment ouvrir les esprits et ouvrir les marchés à des produits issus de la viande de laboratoire. Donc exigence aussi de transparence totale sur tous les financements reçus par ces ONG en France. Deuxièmement, on va travailler également sur l'agrément. Aujourd'hui, nous avons énormément de cas de recours qui se font contre tout projet d'extension agricole, que ce soit bâtiment, que ce soit stockage ou autre. Et on a aujourd'hui des dizaines d'associations qui, sur un seul dossier, vont se constituer partie civile, ont intérêt à agir et ont intérêt à réclamer aux agriculteurs un préjudice écologique chiffré. Donc pour une atteinte, pour un désherbage de 50 cm de fossé, s'il y a une association qui dit qu'il aurait pu y avoir un nid d'oiseaux ou de batraciens, ils vont réclamer à l'agriculteur un préjudice écologique et ils ont l'agrément pour ce faire qui leur est donné par le Code de l'environnement et l'agrément de l'État, dont nous allons aussi nous pencher sur ces agréments. L'agrément doit pouvoir être révocable et retiré par l'État en cas de recours abusif ou d'action de blocage. Et enfin, de sécurisation des projets agricoles, je n'y reviendrai pas car Bruno l'a largement évoqué tout à l'heure, qui est de raccourcir les recours et de limiter aussi le contrôle du juge aux illégalités manifestes. Ce qui fait mourir l'agriculture, c'est les débouchés, c'est la capacité à pouvoir aussi avoir une trésorerie. On veut travailler sur la question du code des marchés publics. En réalité, on n'aura pas le choix si on veut participer à la question, travailler sur la question de l'appel d'offres, modifier les appels d'offres pour prioriser les produits locaux. Il y a eu des avancées avec Egalim, on veut aller plus loin pour favoriser et cibler véritablement l'origine France et notamment tout ce qui est le producteur, agriculteur local, de manière à pouvoir porter et valoriser nos productions dans les cantines scolaires particulièrement, mais aussi dans les établissements publics et favoriser auprès des acteurs privés les productions locales. Travailler, et je parlais de trésorerie, c'est les délais de paiement. On ne peut plus supporter qu'aujourd'hui on ait des producteurs qui se retrouvent avec des trous de trésorerie parce que les délais de paiement ne sont pas respectés. Il faudra être beaucoup plus ferme avec des pénalités automatiques, avec des pénalités qui tombent pour celles et ceux qui ne respecteraient pas ces cas. Et je le dis, on ne l'a pas mis sur cette slide, mais on l'a bien en tête, on ne pourra pas s'exonérer d'une nouvelle loi Egalim sur la question des négociations commerciales. On voit bien, Bruno faisait référence tout à l'heure, en contournement d'Egalim avec les centrales d'achat européennes, on voit bien qu'il faudra remettre le dossier sur le haut de la pile, parce qu'encore une fois, le partage de la valeur se passe entre tous les acteurs, et ça doit être là aussi à armes égales, pour pas que le producteur soit la variable d'ajustement des autres acteurs. Et enfin, sur le troisième principe, donc 2 slides de mesure sur la partie du revenu. La PAC, aujourd'hui, va disparaître dans la forme où elle existe actuellement. Vous le savez tous, je vous le redis juste, c'est qu'on est dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le nouveau cadre financier européen pluriannuel 2028-2034 prévoit une disparition de la PAC en tant que telle, puisqu'on prend toutes les politiques européennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc on prend les politiques structurelles, les politiques, les FEADER, les FEAGA, les FEAMPA, les FSE+, pour le social, la PAC. On mélange tout ça dans un grand sac et on le redistribue en 27 enveloppes nationales. Donc aujourd'hui, dans la PAC actuelle, dans le financement de la PAC actuelle, ne sera garanti pour les agriculteurs que ce qui correspond aujourd'hui aux aides équivalentes au premier pilier, au DPB. Et le reste sera à l'appréciation des États membres. Donc chaque État membre pourrait en revanche beaucoup plus librement qu'aujourd'hui, de manière beaucoup plus flexible, abonder selon les politiques sectorielles qu'il souhaiterait soutenir. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer en 2028. Donc même si la France et notre voix sera très forte pour essayer d'échapper à cette renationalisation de la PAC, il est fort probable qu'aujourd'hui la position de la France et notre position soient minoritaires en Europe et qu'on s'achemine vers cette fusion.
Donc dans ce cadre-là, ça veut dire aussi qu'au niveau national, il y aura beaucoup plus de choix politiques et de flexibilité pour abonder. Donc les décisions nationales auront beaucoup plus de poids qu'actuellement dans les orientations de la PAC. Et nous, notre objectif, il est très clair, c'est de se donner des objectifs chiffrés. Ce que font d'ailleurs tous les grands pays. La Russie, après l'annexion de la Crimée en 2014, ils ont dit voilà, nous dans 10 ans, ce qu'on veut, c'est avoir tant de pommes, tant de céréales, aller chercher tous les marchés du Maghreb et du Proche-Orient sur la partie céréalière, et sur la production de pommes, on veut être autonome et on veut avoir tout le marché asiatique. Et donc, ils se sont donné des objectifs de production chiffrés par filière. La Chine fait ça, les États-Unis font ça. Aujourd'hui, l'Europe est le seul qui ne le fait pas, au niveau français. Nous ne pouvons plus continuer à importer 60% des fruits que nous consommons, une volaille sur deux. Donc, ce qu'on veut, c'est repiloter notre PAC, si on peut l'appeler comme ça, même si ça ne s'appellera pas peut-être comme ça, mais au niveau national, avec des objectifs chiffrés de production. Il faut se redonner un cap de production pour atteindre une souveraineté sur des filières sur lesquelles aujourd'hui nous importons plus que ce que nous produisons. Et on parle bien sûr des œufs qui ont été très médiatisés, la pénurie d'œufs, mais on parle de la volaille, on parle des fruits, on parle des légumes, on parle des céréales. On veut se fixer des objectifs pour aujourd'hui redevenir la première puissance agricole européenne. Et les aides qui seront liées au soutien public seront dirigées vers ces productions et vers l'investissement productif. La PAC et sa déclinaison nationale sera réorientée en fonction de ces objectifs, avec un maintien des aides à l'hectare, puisqu'aujourd'hui il faut soutenir l'agriculture productive, maintien des aides couplées, et un relèvement du seuil de dégressivité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à partir de 52 hectares, vous avez les 52 premiers hectares surprimés, et ensuite des dégressivités, et on va remonter ce seuil à 100 hectares. L'aide petit agriculteur sera portée à 3 000 €. Et un principe que nous souhaitons utiliser comme levier pour aider les agriculteurs à faire de l'investissement productif, c'est d'actionner le levier de la pluriannualité des aides. Aujourd'hui, les aides de la PAC, elles sont annuelles, elles sont soumises à des contrôles, et puis tant que le satellite qui passe tous les 3 jours n'a pas dit qu'il n'avait pas détecté d'anomalies, on ne touche pas les aides PAC. Ce qu'on veut, c'est pouvoir changer de logique, et qu'un agriculteur puisse mobiliser parfois 2 à 3 années de la PAC pour s'en servir comme levier d'investissement et pouvoir relier ces paiements pour en faire un levier, encore une fois, vers l'investissement productif. Dernier slide de mesure sur le prix. Bruno a évidemment parlé de ce scandale qu'est l'application de la loi Egalim. 80% de la matière première agricole aujourd'hui est négociée hors de France, ce qui donne lieu en fait à des pressurisations, notamment des coopératives ou en tout cas des vendeurs. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à essayer de faire appliquer ces lois Egalim avec la notion de contractualisation, de sanctuarisation du prix des matières premières, de construction du prix en marche avant, mais surtout d'avoir des sanctions. Aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que tous ces principes-là sont déjà inscrits dans la loi et que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sanctions, tout simplement, de ce genre de pratiques commerciales déloyales, des déréférencements et des pressions, des choses qui sont absolument illégales. Aujourd'hui, il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas la sanction. C'est ce que nous proposons de remettre, et ce sera très important de pouvoir le faire sur ce sujet. La loi européenne aujourd'hui évolue avec la réforme de la directive sur les pratiques commerciales déloyales qui va permettre aux autorités nationales de muscler un petit peu leurs réponses. Et c'est ce que nous proposons de faire. Évidemment, dans la réciprocité, aujourd'hui, on parle de beaucoup de clauses miroirs et d'imposer à ce qui vient des pays étrangers, et notamment hors UE, de respecter nos standards de production. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle qui sont effectifs, il n'y a pas de moyens de contrôle. Et donc nous, ce que nous proposons et ce que nous ferons, c'est que la moitié au moins des contrôleurs qui aujourd'hui agissent sur des procédures internes et qui contrôlent les agriculteurs, ces agents-là soient redéployés dans des missions de contrôle des produits importés, notamment aux frontières ou autres. Donc il faudra redéployer les moyens financiers et humains de contrôle de l'État vers les produits importés. Voilà, merci Céline, merci Julien. On est prêt à répondre à vos questions maintenant. Ça a été long, un peu détaillé, mais c'est un projet qui nous importe parce que, encore une fois, la question alimentaire, la question agricole est au cœur du principe de souveraineté et d'indépendance de la nation. Oui, bonjour, Diane de Fortanet à Contexte. J'ai 2 questions.
Vous ne parlez pas du sujet de la taille des exploitations qui revient quand même dans certaines allées ici sur la compétitivité de l'agriculture française. Et deuxième question, vous parlez d'écarter certaines jurisprudences européennes et vous avez parlé du cas de scission de l'accord Mercosur et je n'ai pas bien compris le raisonnement et comment on faisait concrètement pour faire ça. Je passerai sur la première question rapidement. Sur la première question, on veut sortir d'une agriculture administrée. Donc il est hors de question que l'État, depuis Paris, puisse dire désormais les exploitations feront tant d'hectares. On a simplement indiqué tout à l'heure sur la politique européenne, sur la PAC, qu'on voudrait relever le seuil de 52 à 100 hectares. Voilà. Simplement, je pense qu'il y a besoin d'une restructuration. Parfois, on voit bien, il va y avoir à peu près 3 départs pour une installation. Donc, il y aura nécessairement une restructuration au niveau des structures agricoles. La modification de la Constitution dont je vous ai parlé, c'est simplement de prévoir une clause de sauvegarde qui nous permettra d'écarter un certain nombre de jurisprudences européennes dans une forme avec sans doute une loi organique, etc., peu importe, j'y reviendrai prochainement, dès lors qu'elle serait, alors, soit une jurisprudence ou soit une décision contraire aux intérêts fondamentaux de la nation et de la sauvegarde d'ordre public. Voilà. Donc c'est en réalité un frein qui nous permettra de réaffirmer, quand l'intérêt fondamental de la nation est en cause, de faire prévaloir l'intérêt national sur telle ou telle jurisprudence ou telle décision. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais globalement, le Mercosur, on ne ferme pas la frontière française. Le Mercosur, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé sur le Mercosur? Moi, je suis pour le libre-échange. Simplement, je veux que la concurrence soit loyale. Le problème du Mercosur, c'est que, c'est un accord qui est daté, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'Inde, parce qu'il est englobant. Ça, c'est l'ancienne génération. L'agriculture ne peut pas être toujours la variable d'ajustement. Mais le problème du Mercosur n'est pas tant la question du Mercosur par elle-même que parce qu'il est venu se greffer avec le problème de compétitivité française, avec cet effondrement. Et nos défenses militaires ont tellement été affaiblies que précisément le déséquilibre des marchés, le déséquilibre des afflux de volume, notamment de la viande, la loyau par exemple, etc., pourrait tout déséquilibrer. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi on admettrait sur notre sol, dans notre marché intérieur domestique, des pratiques qu'on interdit chez nous. C'est ça qui est important. Sur la Constitution, j'aurai l'occasion, vraisemblablement après les municipales, de présenter l'ensemble de la révision constitutionnelle. Simplement pour préciser par rapport à la question sur la taille des exploitations, vous avez un rapport très intéressant dont la rapporteure est Alexandra Kirch pour le CGAER, qui est sorti sur le problème de compétitivité des exploitations françaises au sein des exploitations européennes et qui est notamment grevé par leur petite taille. Les études ont été faites sur les filières céréalières, blé, lait et volaille. Et donc, dans ce rapport, qui est un rapport d'une agence d'État du CGAER, qui montre que la petite taille des exploitations françaises aujourd'hui est handicapante. Bonjour, Hélène Terzian. Pour France Info, vous avez à plusieurs reprises évoqué les associations militantes auxquelles vous ne souhaitez plus accorder 1 euro. Vous avez évoqué L214. Est-ce que, au-delà de L214, parce que j'imagine que ça fait partie des associations qui sont ciblées, vous avez une liste établie de ces associations en question? Une liste noire. Une liste noire. Okay, allez, Céline. Non, on n'a pas fait de liste noire, on n'a pas encore établi ce genre de procédé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des ONG qui se mobilisent en maillage et en réseau. Bon, il n'y a pas de liste officielle, par exemple, sur France Nature Environnement, ce sont des entités qui se mobilisent par antenne. Elles ont des antennes et d'autres associations et des réseaux d'associations par région, par thématique. Donc vous avez des associations qui se spécialisent par région et par thématique et qui ont des antennes les unes avec les autres. Donc elles ont instauré un maillage qui leur permet de se démultiplier lorsqu'il s'agit justement d'aller chercher de la captation d'argent public. Et donc c'est bien évidemment ce maillage-là qu'il faudra étudier attentivement
pour que, en fait, le fait de se reformer ou de se reconstituer dans des entités parallèles et des entités filiales, entre guillemets, ne puisse pas leur resservir aussi à capter de l'argent public. C'est ce qui est terrible quand je parle de reprise en main politique, c'est que on a, tout à l'heure, Julien parlait d'idéologie, j'en ai aussi parlé, du militantisme. On a parlé de l'OFB avec la nomination de la DGD. On voit bien dans quel sens ça va. Mais on a aussi des jurisprudences. Regardez à Sainte-Soline, par exemple, où les nappes phréatiques ont beau déborder, il y a une décision d'un tribunal administratif qui dit « mais non, on peut pas remplir la réserve de substitution ». Au moment où les nappes débordent, où il pleut énormément à tel point que toute cette partie-là est totalement inondée, et où cet été, peut-être, on aura une grande sécheresse. Ça signifie quoi, tout ça? Donc, il faut reprendre en main les choses, parce qu'on ne le fera pas. Il faut qu'on passe d'une culture, aujourd'hui, de l'empêchement du blocage, à une culture de la production. Pas dans n'importe quelle condition, bien sûr. Simplement, ce qu'on veut, nous, c'est, puisqu'on est européen, qu'on laisse nos agriculteurs aux prises avec les mêmes règles européennes. Pas plus. Et qu'on favorise la production française. Parce que ce que ces associations-là ne disent pas, c'est que, précisément, il entre des importations, désormais, en France, avec des produits qui sont bien moins valorisés, en tout cas de bien moindre qualité. Et avec, du coup, une empreinte carbone de transport, etc. C'est stupide. C'est une hypocrisie. C'est une tartufferie. Bonjour, merci pour cette présentation. Judith Chétry pour Politico. Je suis arrivée avec un petit retard. Donc, je ne sais pas si le mot biologique et agriculture biologique a été prononcé lors de vos interventions. Comment cette agriculture s'intègre dans votre projet, sachant que la dernière SNANC fixe un objectif notamment de consommation à 12%. Deuxième point, dans quelle mesure ce que vous avez présenté sera intégré dans les futurs amendements des députés et sénateurs LR pour le projet de loi. Je passerai la parole pour la deuxième partie à Julien, qui sera un pied d'heure, moi aussi pour le Sénat, mais pour les députés. Et ça permettra de parler de la loi peut-être rapidement d'urgence. Le Premier ministre vient de faire quelques annonces. Si j'ai tout à l'heure prononcé le mot d'agriculture biologique avec mon expérience de terrain, où nous avons montré, par exemple, en Vendée, autour des retenues de substitution, que le RETEX, le retour d'expérience, le bilan, était très favorable à l'agriculture biologique. Mon expérience à moi, c'est mon voisin qui produit du lait. Il s'était converti à l'agriculture biologique. Quelques années après, on payait son lait quasiment le même prix à la tonne que le lait conventionnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déconverti. Donc, bien sûr, il y a une demande pour l'agriculture biologique, mais on l'encouragera sans la financer, puisqu'il n'y a plus outre mesure que cela. Mais justement, si on libère des moyens de production, je parlais tout à l'heure du cuivre, j'en ai parlé aussi à ce moment-là. La décision d'un tribunal d'interdire le cuivre en agriculture biologique, par exemple la bouillie bordelaise, pour ceux qui traitent leur rosier de façon un peu biologique, contient du cuivre. Donc tout ça est stupide. Et c'est l'agriculture biologique qui aussi en fait les frais. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y a pas de... on a un certain nombre de niches, on les encourage, sans aucun problème, mais c'est au marché ensuite. Donc c'est la suppression du crédit d'impôt bio. Alors, suppression du crédit d'impôt bio. On ne s'est pas penché exactement sur Non. cette mesure. Non, Enfin, peut-être... tu spécialises la fiscalité du crédit d'impôt bio. J'ai porté le crédit d'impôt bio et je l'ai défendu à l'Assemblée, donc soyez assurés qu'on est attentif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train d'opposer les systèmes, c'est ce que dit en substance Bruno. Notre vocation, contrairement à d'autres formations politiques, on ne tombera pas dans cet écueil d'opposer les systèmes de production agricole. Le soleil brille pour tout le monde. Ceux qui sont en bio, ils doivent pouvoir vivre dès lors que leur modèle est viable. Ceux qui sont en transition aussi, et ceux qui sont en conventionnel. Chacun a une raison de le faire. Produire, nourrir avec un marché à la fin. N'oublions pas que ce n'est pas un loisir, l'agriculture, hein, c'est une activité professionnelle qui est supérieure à
à d'autres domaines dans la mesure où elle vient vous nourrir et elle nous nourrit chaque jour. Donc ayons le bien en tête. Et pour le coup, on n'opposera pas les filières entre elles, ni les systèmes de production entre eux. Et pour votre deuxième question, ce qui est présenté là, on l'a constitué aussi, on l'a travaillé avec les équipes du parti et en interrogeant, en auditionnant les sénateurs et les députés impliqués sur le sujet. Dès lors qu'ils sont impliqués sur les sujets, pour ma part, j'ai été acteur, mais Laurent Duplon également, et d'autres parlementaires, je pense à Pierre Cupers, par exemple. Dès lors qu'on a contribué à cela, évidemment, on a plus de facilité à reprendre, puisque forcément on a fait des propositions dans les textes qui pourraient se présenter. Mais pardon, parler de loi d'urgence le 13 janvier et nous dire qu'elle sera étudiée à partir du mois de juin, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Loi d'urgence au mois de juin, au Sénat, qui n'aboutira donc pas, si je prends un peu, peut-être un petit peu d'expérience parlementaire maintenant que je suis député depuis 10 ans, qui n'aboutira pas à l'Assemblée avant l'automne. L'urgence, ça. Il y a des lois, je suis en train de faire un travail en ce moment à l'Assemblée, et dont nous aurons un débat fin mars, le 25 mars pour être précis, sur la simplification et sur les décrets non pris. Je vous ai prends 3 exemples. Tout à l'heure, je vous parlais de la loi Fugy, 0 décret. 0 décret. Voté il y a un an. La loi du plomb, la moitié des décrets. Et la loi d'orientation et d'avenir agricole, la sacro-sainte loi portée par Marc Fesneau en 2022, dès 2023, débattue en 2024, finalisée en 2024, il y a un tiers des décrets qui sont pris. Donc s'il y a une urgence dans ce pays pour le monde agricole, c'est déjà de faire le boulot sur les décrets. On apporterait une réponse première. Moi, je veux bien ce qu'on veut pour le monde agricole, mais l'urgence, c'est pas des promesses de bonjour, c'est d'agir. En plus, ça serait intéressant que le Premier ministre nous dise comment il compte mettre en œuvre le principe un produit, une pratique interdite en France ne rentre pas par les frontières. Ça, c'est intéressant. Nous, on fait une proposition, par exemple, sur l'ANSES, sur le principe de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est du concret. Il n'y a pas du tout d'interdiction de surtransposition. Voilà, il y a des réactions d'urgence. Tout ce qui est bon à prendre peut être pris. Et comme le disait Julien, voici qui suis parlementaire depuis quelques années, l'urgence va s'étirer dans le temps. En fait, ce sont des annonces pour le salon. Ça tombe bien. Oui. Ça va? Une fois, 2 fois, 3 fois? Une dernière question. Oui, allez-y. Au début, Alexandre Pedro Le Monde, au début, vous dites qu'il y a une guerre méthodique contre nos agriculteurs. Je voulais savoir, selon vous, qui a mené cette guerre méthodique et qui vous ciblez derrière C'est, comment dirais-je, c'est un état d'esprit. C'est à la fois une administration militante, parfois, pas toutes, hein, des associations très 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 militantes, donc, qui sont aussi financées parfois et armées, comme l'a dit Céline tout à l'heure, en prenant un exemple par des intérêts financiers, et puis ce sont des jurisprudences déconcertantes. Donc, à un moment donné, j'ai beaucoup parlé d'impossibilisme quand j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a des jurisprudences qui sortent des textes. Moi, je suis démocrate. Je veux, et je suis favorable à l'état de droit. Et c'est pour ça que je veux, moi, une stricte séparation des pouvoirs. Donc, je pense qu'à un moment donné, si on veut continuer à faire couler l'agriculture française, on ne change rien. Ou on fait de l'homéopathie, ce que va faire le Premier ministre. On fait de la rustine, on rafistole, on fait de la communication. Mais si on veut redresser la barre, ne pas abandonner nos agriculteurs, ce secteur économique et la souveraineté alimentaire, donc notre indépendance, il faut renverser la table. Il faut renverser la table. Il y a un discours, un peu urbain d'ailleurs, qui a déconnecté l'acte de production de l'acte de consommation. Un auteur disait d'ailleurs, très joliment, la terre, c'est quand on la travaille, la campagne, c'est quand on regarde les autres travailler. Voilà. Il y a de ça, vous voyez, dans cette culture de l'empêchement, dans cette culture du blocage. Nous voulons exactement, je me souviens, il y a un peu plus de 30 ans, le discours sur l'industrie française. C'était sale. C'était sale. Et c'était pas l'avenir de la France. Fallait laisser ça à la Chine, fallait laisser ça au Maghreb, fallait laisser ça à des pays en voie de développement.
Nous, c'était le quaternaire, c'était le tertiaire. C'est la même chose. Qu'il y ait des excès parfois en matière, comment dirais-je, environnementale, il faut les punir, évidemment, bien sûr. Mais là encore, tout ne doit pas être mis systématiquement, méthodiquement en œuvre pour contraindre la production. Et la règle, pour peu qu'on soit européen, c'est de faire en sorte qu'il y ait un grand marché européen, un marché intérieur. Et bien désormais, on va aussi harmoniser les règles les unes avec les autres. Voilà. Mais regardez la jurisprudence Sainte-Soline là, sur l'outarde de Cannepetière, je pourrais vous en parler, l'outarde de Cannepetière. Bon. Ça n'est pas compréhensible. Le cuivre, tout à l'heure, pour la viticulture, ça n'est pas compréhensible. Est-ce qu'on peut être les seuls en Europe à prendre ce genre de décision? Ou alors, on fait un Frexit. C'est pas notre projet. C'est pas mon projet. Voilà.